Le JDG, le joueur du grenier, personnage éminent de l'internet français, vient de venir dans notre camp. Camarade JDG, ça y est, il rejoint le glorieux et fier camp des communistes. Oui, messieurs, dames, nous allons vous montrer immédiatement un extrait du joueur du grenier. Je vous fais rapidement le joueur du grenier. C'est un YouTuber qui fait du contenu sur le thème du jeu vidéo, qui est extrêmement connu, qui fait du contenu depuis très longtemps. C'est un peu un dinosaure d'Internet, j'ai envie de dire, qui fait du contenu qui plaît à beaucoup de gens, qui est drôle, etc., qui fait des sketchs et tout ça, et qui a eu des pérégrinations politiques variées. Notamment, à une époque, il avait dit qu'il votait Dupont-Aignan, etc. Alors nous, on va en parler avec Chris, mais nous, on n'est pas regardant avec les gens qui ont eu un passé sombre en politique, car nous adorons notre camarade Padu. Si vous avez déjà vu sa vidéo sur son parcours, vous savez qu'il a voté quand même François Asselineau en 2017. Donc bon, nous sommes des gens tolérants ici. Et tu connais François Asselineau? Tu connais l'UPR ou... Vous connaissez l'UPR? Ils sont morts depuis. Mais voilà, en tout cas, notre Padu a fait partie des gens qui croyaient au vote caché François Asselineau et qui pensaient qu'il allait faire 40%. Bon, finalement, il a fait 0,8. Et donc voilà, le joueur du grenier était un électeur de Dupont-Aignan à une époque, et puis il chemine depuis. Et là, figurez-vous que d'un coup, en l'espace d'1 minute 30, le mec a une révélation totale et il comprend le principe même des crises inhérentes au capitalisme. Et il commence peut-être à entrevoir la solution, mais là, il va falloir qu'on l'aide. Et pour l'aider, je fais appel à mon camarade Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à accueillir le camarade JDG dans notre glorieux camp communiste? Bah bien sûr. Le camp communiste, c'est un camp universaliste. Par principe, tout le monde peut y entrer. Tout le monde peut se sauver grâce à lui. Peu importe votre passé. Voilà. Il y a un côté chrétien là-dedans. Voilà. Donc tant que ces gens-là brûlent ce qu'ils ont adoré et adorent ce qu'ils ont brûlé avant, nous sommes prêts à les accueillir dans le camp du communisme. Voilà. Et du sein graphique, bien évidemment. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va démarrer, mais vous allez voir, l'extrait est trop bien. Et moi, je trouve que c'est vraiment un signe des temps et de l'avancée de la crise du capitalisme que des gars comme le JDG disent ce genre de truc. Et vous allez voir qu'il exprime vraiment avec beaucoup de simplicité et d'efficacité le problème inhérent au capitalisme. C'est assez incroyable. On va pouvoir, alors nous, vous nous connaissez, hein, on va prendre 1 minute 30 d'extrait pour faire 30 minutes de vidéo, pour faire un peu de théorie marxiste là, mais ça va être très intéressant. Donc, let's go. La société telle qu'elle est actuellement ne peut pas marcher en fait. C'est comme si c'est vraiment comme si t'enlèves une roue à ta voiture quoi. C'est pour ça que je trouve ça fascinant de se dire il y a quoi après. Je me demande trop à quoi ça va ressembler le monde dans 20 ans, tu vois. Parce que du coup, tu te retrouves avec des trucs qui vont produire, on va pouvoir produire infiniment plus avec infiniment moins et surtout sans avoir besoin avec moins d'argent parce que ce qui coûte le plus cher c'est les gens. Hein. Ah, c'est intéressant. Déjà, je me pose ici parce que c'est intéressant. Alors en plus, il y a une insertion de... Je sais pas qui c'est qui a fait le montage, mais il y a une insertion de robots, là. Donc il y a vraiment une fascination là-dessus de dire on va pouvoir produire à l'infini, ce qui pourrait être presque communiste, en fait, de l'abondance, voilà, pour infiniment moins de gens qui vont consommer. Et surtout, qui dit, ce qui coûte le plus cher, c'est les gens. Alors là, il faut que je rappelle un truc à JDG. C'est malheureusement pas ce qui coûte le plus cher, les gens, dans la production capitaliste. C'est encore pour ça qu'il y a tant de gens qui sont exploités dans le monde. C'est justement parce que c'est la matière première qui coûte le moins cher. La matière première qu'on achète quand demain vous produisez de l'huile, quoi, voilà. Vous achetez du tournesol, voilà, de la graine de tournesol, vous faites ça. La graine de tournesol vaut plus cher et n'est pas exploitée de la même manière que le travail qui, lui, va pas pouvoir faire de la plus-value quand on l'utilise dans le procès de production capitaliste. On a fait des vidéos là-dessus avec Padu sur justement comment la valeur était extirpée du travail, qui est le concept fondamental marxiste, que les Mos Majorum réfutent. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre, ce qui est une bonne chose. Hein, tant que la bourgeoisie résistera à cette notion d'extorsion de la plus-value, de vol du travail des prolétaires, ça voudra dire que la lutte des classes continue, quoi. Un jour, il faudra qu'on parle des techs de Mos Majorum sur le féminisme, mon Christ, parce que tu n'es vraiment pas prêt. C'est un niveau. C'est des trucs genre, ouais, de toute façon, les meufs, elles sont incapables d'apprécier un bon whisky, et puis elles aiment pas lire de la bonne littérature. Et puis d'ailleurs, c'est quand même un scandale parce qu'on met plus de recherches dans le cancer du sein que dans le cancer de la prostate. C'est nous qu'on est les plus discriminés dans la société. Le gars n'arrive pas à pécho, hein. C'est tout par-delà. Putain. C'est bon ça, mais c'est pour ça que quand on avait fait le truc, notre camarade Padu l'avait appelé l'incel libertarien, il devait être mieux au fait que moi. Oui. Mais moi, de toute façon, tu sais, les gens qui ont du mal avec l'économie, en général, ils ont un rapport aux femmes particulier. Là, je vais prendre notre cher Nietzsche, hein,
Il y a des gens qui ont du mal à accepter la lutte des classes. Regardez des gens que c'est difficile pour eux, c'est d'apprécier justement la lutte des classes, le mouvement révolutionnaire du prolétariat, et en même temps d'être progressiste envers les femmes. Donc moi je dis toujours, essayez de juger la qualité progressiste d'un auteur, la façon dont il parle des femmes. Ça marche avec Nietzsche, ça marche aussi avec Spinoza. Je parle Ça pas marche assez avec Proudhon. Ça marche ça marche avec Proudhon. Le chef des petits bourgeois. Exactement. Et d'ailleurs, alors là, tu nous remets dans le sujet. Proudhon, justement, qui ne validait pas les théories économiques de Marx. Lui était justement pour un mode économique, une vision de l'économie avec plein de petits bourgeois, des coopératives, une banque du peuple, comme il appelait ça. Voilà. C'est vraiment de l'anti-marxisme sur cette vision-là de l'économie. Donc on continue sur JDG. Moi, c'est intéressant parce que là, on voit, c'est presque un peu enfantin comme vision, mais je trouve que ça relève du problème. Oui, d'un côté, la société capitaliste avancée a permis une capacité de production de masse que l'humanité n'a jamais connue. Voilà, donc on est capable d'être opulent, de surproduire jusqu'à la destruction de la planète des choses. Et d'un autre côté, on voit de plus en plus de pauvreté, de violence, de rareté pour la majorité de la population. Donc effectivement, oui, c'est poser la question de ce problème-là. JDG, que je découvre en même temps que je découvre l'extrait, est en train de construire un scénario de science-fiction un peu basique, quoi, tu vois, BD de jeunes ados, quoi, voilà. Mais moi, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on voit que le problème est fondamental, quoi. Du coup, comment tu fais ? Parce que tu te retrouves à produire beaucoup plus sans payer les gens qui, du coup, n'auront plus l'argent pour s'acheter ce qui sera produit. Donc, Alors, il a raison. Alors, Chris, comme on a un petit peu de temps parce que l'extrait est court, rappelle-nous un petit peu, parce que, tu sais, actuellement, on a Guillaume Kasbarian, par exemple, à l'Assemblée nationale, qui se prend pour Javier Milei, et tu as un renouveau vraiment de la pensée libertarienne qui dit qu'en fait, le vrai problème, c'est que le marché n'est pas totalement libre. Et nous, souvent, on rappelle que le néolibéralisme, la particularité, c'est que c'est un capitalisme qui s'appuie sur le public pour, en gros, solvabiliser le privé, quoi. C'est le fameux privatisation des profits, socialisation des pertes, etc. Et en fait, si on est à cette phase du capitalisme-là, Chris, peux-tu le rappeler, c'est qu'il y a eu une époque où on a fait le libre marché complet, de zéro régulation, etc., etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire et comment ça s'est passé ? Bah bien sûr, l'histoire humaine crée des mythologies, tu sais, et des récits collectifs. Il y a un récit collectif, c'est fou, hein, mais de la crise de 29. Tu sais, la première, c'est pas la première crise, mais c'est vraiment la première crise qui semble être mondiale, violente, sur lequel on a de la littérature, sur lequel on a du cinéma, sur lequel on a des légendes, le New Deal qui a entraîné des guerres, etc. Enfin, vraiment, la crise de 29 est un imaginaire collectif. C'est l'imaginaire collectif de la surproduction. C'est-à-dire, à un moment donné, on produit. Et puis, les cours s'effondrent. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a trop produit, qu'il n'y a plus de demande en face. Et donc, ce qui valait 1 vaut 0,1. Il suffit de regarder, tu sais ce que c'est, hein, les raisins de la colère, Steinbeck, voilà. Des montagnes de raisins sont détruites, brûlées, justement parce qu'en fait, elles ne produisent plus de valeur. C'est ça qui est hallucinant. Tu te dis, c'est incroyable. Le monde du capitalisme a un raisin qui coûte 0,1 ou 1. Pour vous, quand vous le mangez, c'est la même chose. Je parle au médecin devant moi, mais il a les mêmes caractéristiques en termes d'apport nutritif. Voilà. De plaisir pris à le manger. Voilà. Tu te dis pas, tiens, je l'ai payé 10 euros. Du coup, il va être 10 fois plus calorique pour moi ou 10 fois plus... Alors, ce serait intéressant d'ailleurs de noter que la même chose payée 10 fois plus cher apporte peut-être plus de plaisir dans le capitalisme. Je fais une anecdote là-dessus. Je prends par exemple des marques connues. C'est un modèle que je connais pour des raisons personnelles. Voilà. De Desigual, tu sais, la marque espagnole. Là. Quand ils se sont implantés, ils sont un peu sortis d'Espagne et tout. Ils se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas assez de ventes pour un basique, c'est-à-dire un top, un t-shirt. Oui, c'est ça, pour un vêtement de base, quoi. Ouais. Un vêtement de base, voilà. Et en fait, ils se sont rendus compte que quand ils le vendaient au prix espagnol, où en fait le niveau de vie est un peu plus bas, c'était au début de l'euro, tu vois, 9 euros, 8 euros. Pour les consommatrices françaises, c'était pas assez cher pour être consommé en masse. C'était vraiment trop cheap. Et du coup, ils n'arrivaient pas à vendre leur marque. Et donc, ils ont dû le monter à 12, 13, alors c'était au tout début, hein, je te dis de l'euro, etc. Ils ont dû le monter à 12, 13, etc.
pour qu'il soit consommé plus massivement. Ce qui est paradoxal, en fait. Tu peux te dire, en fait, il était à 8, voilà, ils arrivent. Mais parce qu'en fait, il y avait une représentation de... Non, en dessous 15, c'est vraiment trop de la merde pour une consommatrice française. Et je pense que dans l'industrie du textile, dans le type de consommation cosmétique, textile, etc., c'est particulièrement vrai. Plus c'est cher, mieux c'est. Parce qu'en fait, c'est difficile d'évaluer quand tu n'es pas très professionnel. Enfin, tu sais, la différence de qualité entre deux t-shirts qui sont faits à peu près avec le même tissu et tout, entre l'un qui est vendu chez Kiabi à 6 € et l'un qui est vendu chez Mango à 25 €, tu sais, c'est pas évident de pouvoir faire la différence. Si on ne dit pas que l'un est de telle marque et l'autre est de telle marque, tu fais pas forcément la diff, quoi. C'est ça. On est fondamentalement dans ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise. Croire que la valeur d'un objet n'est pas issue de son rapport social et l'exploitation qu'il dégage, etc., mais est attachée à lui-même. Alors qu'en fait, quand Desigual a commencé à le vendre à 8 ou 9, c'était le même objet, avec le même taux d'exploitation, la même chose, le même rapport social que quand ils l'ont vendu à 15 ou 16, quoi. Revenons à cette histoire de crise de surproduction. Voilà, et donc... Nous étions sur le raisin où il y en avait trop. Justement, on revient sur la crise de surproduction, c'est la valeur qui tombe, voilà. En fait, on est au début du XXe siècle, tout le XIXe siècle est parcouru de crises, un peu, voilà, de surproduction impérialiste. Ouais, il n'y a pas des bails où genre on fait tourner les locomotives à vapeur, au lieu de mettre du charbon, on met du café parce qu'il y a trop de café. C'est ça, exactement. On balance du lait dans les égouts parce qu'à un moment, il y a trop de production de lait. Enfin, on fait des trucs... En plus, tu sais, il y a une crise du commerce mondial à la fin du XIXe siècle, après, on va dire une première phase impérialiste, qui font qu'on revient au protectionnisme, justement parce que la surproduction dans les pays impérialistes est trop importante et donc on veut préserver les bourgeoisies encore très nationalisées, etc. Donc il y a plein d'effets comme ça et on arrive jusqu'à 29, donc le crack de 29. Les cours s'effondrent totalement, le fameux jeudi noir, tu sais. Et là, vraiment, pourquoi on a fait un petit écart sur la valeur tout à l'heure? Parce qu'en fait, on voit elle tient justement entre ce rapport social. Et là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a trop de stock, on se rend compte qu'il y a trop de production et les cours s'effondrent. C'est-à-dire, les mêmes choses qui ont la même valeur d'usage ne rapportent plus rien. Donc, ne sont plus intéressantes à produire. C'est la folie du capitalisme, c'est que, en fait, des gens commencent à mourir de faim alors qu'il y a trop de bouffe. C'est incroyable, c'est parce que... Franchement, le capitalisme, c'est trop bien. Hein. C'est vraiment trop système. Ça fonctionne super bien. Et donc, la crise de surproduction, c'est ça, c'est vraiment, il y en a trop, ça ne rapporte plus, et donc ça n'a même plus intérêt à être mis dans la circulation. C'est-à-dire que ça ne se retrouve plus sur le marché. Tu viens de le dire, on balance du lait dans les égouts. On le fait encore, hein. Les cours de lait, aujourd'hui, les laits tellement achetés peu cher à certains moments que des producteurs laitiers en France, on en produit beaucoup, des fois en balance pour pouvoir respecter les quotas. Enfin, il y a des quotas à respecter et tout, sinon ça fait s'effondrer le cours. Il y a des gens qui manquent de lait, qui n'ont pas les moyens de s'acheter du lait, mais de l'autre côté, vous savez que même en France aujourd'hui, en 2025, il y a des gens qui pourraient en produire plus et qui ne le produisent pas parce que sinon ce serait pas assez cher. Donc voilà, donc on a un effondrement mondial, ce qui fait que on a un choc et la production s'arrête. La production s'arrête, la consommation s'arrête, c'est la crise. Comme la production s'arrête, le travail s'arrête. Des gens se retrouvent au chômage, non plus à manger, puisqu'ils ne reproduisent. Il faut comprendre aussi que le travail, c'est pas simplement produire. C'est aussi avoir un salaire qui est un moyen de consommation. Tout est médiatisé par la valeur, justement par le salaire, par la valeur abstraite qu'est la monnaie, la valeur d'échange. Tout ça, en fait, s'arrête et donc on se retrouve avec une société capable de produire en masse, mais comme elle ne valorise plus, c'est typiquement ça, comme elle ne valorise plus, elle s'arrête et des gens meurent parce que ils sont eux-mêmes dévalorisés, c'est-à-dire ils sont au chômage, quoi, dévalorisés au sens on leur redonne plus de valeur, ne serait-ce que la valeur de leur force de travail, voilà, ils trouvent plus de voilà. Et donc la société tombe et ça vraiment, il faut savoir. Je finis là-dessus. Ça a été un choc, ça a été, voilà, je te dis, c'est un récit, une mythologie. C'est quelque chose dont on est sorti après la guerre. Il y a en France, on en a parlé dans des capsules, des vieilles capsules avec la waveform pour les archéologues de la Pas du Team. On en avait parlé justement. Il y a en 1938 ce qu'on appelle le congrès Lippmann à Paris, qui justement va inventer le néolibéralisme. Voilà. C'est-à-dire, le néolibéralisme, c'est les économistes qui commencent à se rendre compte que le marché n'est pas autorégulateur,
qu'il est chaotique et que le marché ne va pas simplement servir d'écoulé à chaque fois. On ne peut pas produire ce qu'on veut. Il y a en face, effectivement, c'est logique, hein, le communisme dit, des besoins, des non-besoins, des limites à la consommation, ne serait-ce que métabolique en fait. Quand il y a 6 milliards de personnes, à un moment donné, même si vous étiez une capacité de production infinie, bah, vous ne pouvez pas produire autant de sucre que vous voulez, parce que 4 kilos de sucre à consommer, même pour 7 milliards d'êtres humains, si même vous arriviez à les produire, ce qui va peut-être recouvrir la terre de betterave, ou tu vois, j'en sais rien, mais même si de toute façon ne serait pas consommé parce que l'être humain ne peut pas manger 4 kilos de sucre par jour. Tu m'arrêtes, hein, Zoé, si je dis des bêtises, mais. Non, ne faites pas ça, c'est pas bon pour la santé. Voilà, Même, je pense que même physiquement, c'est compliqué, quoi. donc il y a des limites fondamentales, métaboliques, matérielles en fait, hein, matérialistes. Donc le marché ne sera jamais capable d'écouler une production infinie, et ce qui était en fait le cas du libéralisme archaïque, c'est comme ça qu'on l'appelle, le capitalisme naissant du 19e siècle, hein, c'est vraiment le premier libéralisme, et donc là on a un choc. Et donc là, Fred de JDG, lui, donc là tu nous as expliqué, on a connu une époque au début en fait du capitalisme, au 19e siècle et tout ça, on a la fin d'une phase du capitalisme avec cette crise de 29, c'était une époque où il y avait des crises de surproduction, et là toi tu es un peu en train de nous dire que il a raison, Fred du JDG, quand il dit que le capitalisme va continuer à engendrer intrinsèquement des crises. Mais là, lui, il met deux trucs. Il met une crise soit de surproduction, il a l'air de penser que ça va ensemble, soit une crise de sous-consommation. C'est-à-dire, à force de prendre sur les salaires des gens, de baisser la manière dont on rémunère le travail des gens, ces gens sont aussi le débouché du marché. Et donc, si on paye de moins en moins les gens qui travaillent pour produire des trucs, on ne va pas pouvoir vendre les trucs que les gens produisent vu qu'ils n'ont plus de thunes. Et donc lui, il a l'air de mettre ces deux trucs comme si ça fonctionnait toujours ensemble, surproduction et sous-consommation. Et toi, tu as l'air de dire qu'en fait, la surproduction, c'était plutôt des problèmes qu'on avait avant, et que depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'est plus dans une période où le risque, c'est la surproduction. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? On a parlé du néolibéralisme, hein, c'est-à-dire de 38, le congrès Lippmann, qui n'a pas donné ses effets tout de suite. Ce qui s'est passé entre-temps, avec la crise absolue, c'est on est sorti justement de la logique libérale, c'est-à-dire d'avoir un État qui n'intervient pas, qui est simplement normalisant, qui fait la police, on va dire, dans le monde économique. On est rentré dans un État beaucoup plus interventionniste, beaucoup plus planificateur. Et ça, on a eu beaucoup d'effets. On a eu notamment le New Deal avec Roosevelt. Hein, c'est lui qui a permis de sortir de la crise, pas simplement de la crise, de l'effet de la crise, mais aussi de la réaction à la crise. C'est-à-dire les économistes classiques, à partir de 29, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Surtout, on n'intervient pas. On fait de l'austérité, on réduit la dette, on arrête la dépense et ça va repartir. » En fait, c'est pas du tout reparti comme ça. C'était de pire en pire. Et c'est ce qui a créé la grande phase de dépression jusqu'au New Deal, Roosevelt, qui a été une inversion, c'est de dire il faut une puissance publique qui va elle-même réinvestir pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire repousser les acteurs économiques à remettre de la marchandise sur le marché. Tu me dis si je me trompe, mais l'héritage qu'on a, nous, en France, de cette période, qui était plutôt la période gaulliste, c'est par exemple les grands plans d'investissement pour développer le nucléaire français, les grands plans pour construire des autoroutes, ce genre de trucs, quoi. Bah c'est ça. Alors, il y a eu plusieurs effets de la planification. Aux États-Unis, ils l'ont fait des années 30. Il y a eu quelques moments en France, notamment avec le Front populaire, tu vois. Enfin, ça aussi, voilà. L'Allemagne, ils ont réussi à le faire, mais faut être honnête, hein, avec Hitler et l'économie de guerre, quoi. Voilà. Donc, c'était un des grands plans d'investissement. Mais quand vous orientez tout un appareil industriel à fabriquer des armes, alors il se passe un truc, c'est qu'à la fin, vous êtes obligé de les utiliser quand même. C'est bien les parades, voilà, mais bon. Et donc, vraiment, ce qu'on a vu, c'est que la réponse des économies nationales, des bourgeoisies nationales à la grande dépréciation est tombée dans une catastrophe absolue qui est la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a eu un effet assez intéressant, c'est qu'on était déjà justement à commencer à faire cette critique, hein, je vous parlais du congrès Lippmann, etc., de cette critique du marché qui ne fonctionnait pas, qu'il fallait beaucoup plus réguler, beaucoup plus arbitrer, beaucoup plus rendre, moins naturel, mais beaucoup plus artificiel, tu vois, dans le sens où le marché n'est pas forcément un truc de nature, logique, objectif que les humains utilisent, mais en fait est un certain rapport social. La Seconde Guerre mondiale a été un truc très intéressant, c'est qu'elle a profondément orienté les économies vers la planification. En fait, quand vous avez 5 ans de guerre, 6 ans de guerre, vous comprenez que vous ne pouvez pas utiliser le marché pour pouvoir décider à votre place de combien produire d'armement, combien produire de rations militaires, combien produire de bottes, combien produire de fusils et tout. Et donc, en fait, pendant toute la guerre, ça c'était déjà une économie,
là je fais un petit détour, mais l'économie planifiée, c'était déjà une économie qui était en route depuis 1917 chez nos camarades et grands précurseurs bolcheviques, voilà, eux-mêmes pour rattraper le retard industriel qu'ils avaient accumulé. Et ça, toutes les économies libérales dans les années 30 et surtout pendant la guerre se sont mis à l'économie planifiée, d'abord pour la guerre, ce qui est logique, hein, quand vous faites des plans, de la planification, vous faites la guerre, et donc vous devez décider du nombre de bottes, décider du nombre de... Et donc, on s'est retrouvé avec une économie ultra planifiée pendant 6 ans, ce qui a donné ensuite à la libération, enfin après la guerre, sa destruction, une nécessité de reconstruire, et la reconstruction s'est faite avec, on va dire, les nouvelles structures intellectuelles de planification héritées de la guerre. Tous les généraux, les états-majors, les lieutenants, les officiers, les sous-officiers, qui étaient massifs pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment aux États-Unis, mais partout, sont devenus patrons industriels, ingénieurs, cadres, tu vois, et ont mis en place cette société de planification dans les années 40-50 pour d'abord reconstruire ce qu'on connaît avec le plan Marshall, voilà. Et donc, cette économie planifiée telle que tu viens de dire, c'était vraiment le sorti de la guerre, un moment où tout était organisé, planifié, sorti de la nécessité du marché. On décidait qu'il fallait construire tant de charbon. Ça a été quelque chose vraiment très important, hein. Il y a eu des grandes grèves en 1947 dans les mines du Nord en France, où le PCF, qui avait été là à la libération, qui était au gouvernement, ne soutenait pas justement parce que c'était un effort de reconstruction, de fabriquer tant de charbon. Il faut savoir qu'ils avaient battu des records de production de charbon. Enfin, c'est des moments très très importants. Et on était vraiment rentré dans une économie planifiée. Tout ça, tout cet effort de guerre d'abord et ensuite de reconstruction, a entraîné une société de la planification. Et comme tu as dit, oui, qui passera par le gaullisme en France. Le gaullisme est intéressant parce que c'est aussi un moment où en fait on a aussi le retour du libéralisme par le néolibéralisme. On a quelqu'un qui était au congrès Lippmann en 1938 qui s'appelle Jacques Rueff. Et c'est pour ça que moi je dis souvent que De Gaulle est un peu le dernier fordiste, mais le premier néolibéral en France. Voilà. Parce qu'il a institué une espèce d'État au service du privé. Donc on est un peu entre les deux. Et donc cette économie planifiée, elle a permis justement ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui ne sont pas du tout glorieuses, mais elle permettait une société où il y avait beaucoup plus d'accès à la consommation, d'équipements, le plein emploi, et donc on va dire un nouvel équilibre entre la production et la consommation. Voilà. Et donc, on est sorti définitivement de la crise de surproduction à ce moment-là, notamment aussi parce qu'on a commencé à développer ce qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire d'essayer, pour planifier, ce qu'il faut, c'est mesurer la demande. Et là, on a mis tout un tas de... Vous savez, nous, des choses dont on vous parle, les données de l'INSEE. Oui. L'invention de l'INSEE, c'est aussi la capacité à mesurer ce qui se passe dans la population. Toi, tu connais un peu l'adresse. Oui, carrément, mais ça, c'est des... Alors ça, je sais pas, je pense que les gens se rendent pas compte, mais ces instituts-là, l'INSEE, l'adresse, l'INED aussi, qu'on peut mettre dedans, ça, c'est des trucs, c'est la sociologie française, d'ailleurs, hein, qui a été à l'initiative de la création de ces organes-là, et c'est super précieux. Il y a plein de pays qui n'ont pas ça, qui n'ont pas ces organes de mesure, etc., d'observation des évolutions de la société sur plein de sujets différents, hein. L'adresse, notamment, il traite des sujets, notamment santé et tout ça. Et c'est absolument passionnant si vous voulez réfléchir politiquement à comment on pense un projet politique de transformation de la société à partir des conditions concrètes qu'on vit actuellement. C'est des mines d'informations, c'est incroyable. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment un héritage de toute cette époque justement de la planification. On peut appeler Fordisme ou keynésianisme, et voilà. C'est vraiment cet héritage-là de dire on va mesurer ce qui se passe dans la population pour pouvoir savoir ce qu'il faut produire. Voire même, c'était aussi en France une volonté d'équilibrage. De dire tiens, là, il y a trop d'industrie, là, il n'y en a pas assez, on va essayer de faire des politiques publiques pour déplacer de l'industrie et tout. Ça a été vraiment cette période d'équilibrage entre production et consommation. Là où on a créé, c'est ce qui a fait qu'on a créé des outils justement de mesure de la consommation, d'anticipation, de prévision, de planification, ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, et jusqu'aux algorithmes qu'on connaît. Donc en fait, la surproduction n'est plus possible aujourd'hui. En fait, pour être honnête, on mesure trop bien les besoins de consommation. Il faut savoir que les entreprises, les grosses entreprises, cherchent de la rentabilité. C'est leur premier truc qu'ils évitent de faire, c'est de surproduire. N'importe quelle entreprise privée aujourd'hui produit non pas simplement parce qu'elles ont des outils industriels, elles produisent sur du plan, quoi. Elles fabriquent du plan, de la prévision, elles anticipent la demande, elles tentent de l'anticiper ni trop
pour éviter la surproduction, ni pas assez pour éviter la rupture. Mais vraiment, la surproduction, c'est de la dépense en trop pour les entreprises. Il faut bien comprendre ça. Une entreprise qui fabrique 3 smartphones alors qu'il n'y en a que 2 qui pourront écouler, ça veut dire qu'ils ont dépensé de la matière, dépensé de la main-d'œuvre, dépensé de l'énergie pour rien. Donc c'est vraiment quelque chose que les entreprises évitent aujourd'hui, grâce aux outils. Pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'on a dit, les mécanismes de comptabilité nationale, les mécanismes de prévision, planification, les instituts. Au passage, l'INSEE, l'adresse, quand ça s'est créé dans les années 50-60, dedans, il n'y avait que des cadres du PCF. En fait, c'était le métier des gens. C'était rempli de gens qui étaient au PCF parce qu'en fait, ils faisaient de la planification. Voilà, tous ces mécanismes-là font que la surproduction n'est plus possible aujourd'hui. Et donc, en fait, les crises du capitalisme vont s'exprimer de manière différente, non pas par ce qu'on appelle de la surproduction, mais soit par de la suraccumulation, on peut voir ce que ça fait, mais on va laisser l'extrait, soit de la sous-consommation. Et cette sous-consommation, en fait, c'est de dire, bah voilà, en fait, on va se rendre compte que la demande est en train de se tarir. Et quand est-ce que la demande se compresse ? Bah, la demande, elle va se compresser. Je crois qu'il l'exprime à un moment donné. Justement, quand on va commencer à comprimer les salaires, quand on va essayer de faire de la marge sur une matière première fondamentale qui est le travail, et qu'on n'est pas capable de faire du profit différemment, et bah là, on va compresser la capacité d'accès à la consommation, faire sous-consommer et donc faire arrêter l'appareil industriel. À qui tu vends ça, en fait ? Revenu universel. Bah oui, mais vous pensez vraiment que l'État, il va dire « Allez hop, 2000 balles pour tout le monde et vous restez chez vous à jouer à WoW ». J'arrive pas à avoir des vraies théories ou des vrais consensus de théories qui se dégagent sur quelles vont être les conséquences. Parce que je pense que les conséquences sont tellement massives, en fait, et ça va affecter tellement toute la société dans sa totalité qu'on sait pas du tout ce que ça va impliquer. C'est intéressant si t'as pas peur pour ton futur. Oh bah peut-être qu'un jour, il y aura des gens qui remplaceront les streamers. En fait, là, ce que je trouve précis, c'est que donc il pose la question, tu vois, il dit, en fait, il y a une production anarchique, etc. Et puis la manière dont on est en train de produire est en train de se modifier. Lui, il fait partie de ces gens qui se disent, mais du coup, si par exemple, tu sais, c'est un peu ça qu'il dit, c'est si on améliore techniquement notre capacité à produire, un truc qui nécessitait 2 personnes à temps plein pour être produit pendant un mois, ben finalement, il n'y a plus besoin que d'une personne pour le produire. Et on paye de moins en moins bien les gens, etc. Ça veut dire que d'abord, on va produire trop, qu'ensuite, les gens vont pas pouvoir consommer. C'est forcément un truc qui va se péter la gueule. Là-dessus, il a raison. Et donc, comment on peut trouver une solution pour ça ? Parce qu'il y a des gens qui vont en chier. S'il y a moins de travail, il y a des gens qui vont se retrouver sans travail. Comment on peut envisager ça ? Et là, tu as quelqu'un dans le chat qui dit revenu universel. Et il dit oui, mais on va pas se mettre à payer les gens à rien foutre. Parce que bah, forcément, s'il n'y a pas la carotte de pouvoir payer ton loyer, de pouvoir payer ta bouffe, etc., et ben les gens ne travailleront plus. Je trouve ça trop intéressant parce que là, il est vraiment en train de poser la question fondamentale des gens qui ne comprennent pas pourquoi il faudrait mieux une société communiste. Parce qu'en fait, là, tu as envie de dire, mais si il y a besoin que d'une personne pour produire le truc qui nécessitait 2 personnes avant, mais tout le monde va travailler 2 fois moins. Et c'est cool, tu vois. Mais la réalité, c'est que dans un monde qui est marchandisé, chaque chose est une marchandise. Tu n'es pas sur la valeur d'usage. Je vous rappelle, donc la valeur d'usage, c'est le grain de raisin. Le grain de raisin, il y a sa valeur marchande, combien tu vas le vendre. Et ça dépend de combien il a été produit, est-ce que les gens ont envie d'en consommer ou pas, est-ce qu'ils peuvent en consommer ou pas, etc. Et puis, il y a sa valeur d'usage. Ce grain de raisin, il sert à être mangé, fabriquer du jus de raisin, fabriquer du vin, etc. Et si tu te mets dans une société démarchandisée, une société communiste, tu ne te poses plus la question de la valeur marchande. Tu te poses la question de la valeur d'usage. On a besoin de combien de raisins pour un pays comme la France? Combien est-ce qu'on a besoin de produire de vin, de jus de raisin et de raisin en grappe pour qu'on en mange au repas ou au goûter, etc. Eh bien, on produit ça. Et dans une société démarchandisée, on fait ça avec tous les besoins de base, avec le logement, avec la santé. On construit le nombre de maisons qu'il y a besoin de construire. On répare le nombre de maisons qu'il y a besoin de réparer. On produit la bouffe dont il y a besoin pour tout le monde. On fait ce qu'on appelle une société de l'abondance, c'est-à-dire les choses sont à disposition. On est complètement d'accord. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que la crise, là, comme tu viens de l'exprimer, oublie un truc, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est du travail des gens, la production. Ils sont plus capables de s'imaginer une société où personne ne travaille, mais qui est quand même des choses produites, et donc de devoir distribuer de l'accès sans travail, c'est-à-dire du revenu universel, tu vois, plutôt que de se dire tout le monde va travailler, et donc en fait, il n'y en aura plus besoin de distribuer de la valeur, il suffira juste d'avoir accès à la consommation directement. Quand nous on dit ça, on dit le communisme, c'est tout le monde travaille, tout le monde participe, voilà. Et attention, quand on dit tout le monde travaille, on est sorti des catégories capitalistes. Tout le monde travaille de la manière la plus adéquate à ce qu'il est. C'est-à-dire on a un travail non validiste,
On ne se pose pas la question de la productivité, de la rentabilité. On se pose juste de la question de la meilleure manière d'intégrer tout le monde en quantité, comme tu dis, que tout le monde y accède, et en qualité. Effectivement, c'est pas la même chose d'intégrer quelqu'un qui connaît pas bien le métier, qui va l'apprendre, quelqu'un qui a des handicaps. Donc la question, c'est une fois que tout le monde produit et que on essaye, ça c'est toujours le problème, on pourra en parler dans un autre, mais voilà, de trouver ce qu'il faut produire. Bah en fait, une fois qu'on s'est produit, je sais pas, ça m'étonnerait que si chez vous vous dites, bah tenez, on est 4, on fait une soirée là, on est 4-5 là. On va faire la bouffe tous ensemble. Bon, déjà, on commence à dire, bah, toi, tu préfères faire quoi, l'entrée, le dessert, voilà. Donc là, on répartit en qualité, en quantité. On est 5, on participe à 5. Ceux qui savent mieux faire ou qui préfèrent faire les desserts, ils se mettent au dessert, voilà. On se dit pas, si on se distribuait des billets de Monopoly en fonction de est-ce que t'as mieux travaillé que pas dû pendant qu'on a fait la bouffe. Alors, pour les gens qui savent pas faire la bouffe, personne ne travaille mieux que Padu. Mais ça, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas rivaliser. C'est un expert, voilà, de la bouffe. Donc, lui, il a plein de billets de Monopoly. Et à la fin, notre Padu, il mange tout seul. Ou alors, il mange plus que les autres parce que c'est lui qui a eu le plus de billets parce qu'on a valorisé chacune des tâches pendant. Et non, ça n'a aucun sens. On participe à 5 de manière différenciée, séquencée. Et à la fin, on partage le même repas. Voilà. Et on y a directement accès sans la médiation de la valeur. Et bien là, on arrive à voir qu'on est tellement dans la réification, c'est-à-dire, et ça c'est vraiment le fait de la réification, de penser que les marchandises se font toutes seules, et circulent toutes seules, et ont une valeur toute seule. Et là, ce qu'il exprime là, il dit, ça se trouve demain, il y a un monde qui va produire encore plus qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il produirait plus, quel est l'intérêt de produire plus s'il n'y a pas de demande, mais bon, voilà, encore plus, 100 personnes avec des robots, on l'a vu dans l'image, et donc la question qu'il va falloir résoudre, c'est, mais comment cette production autonome, indépendamment de l'humanité, avec ses propres valeurs, va trouver enfin une consommation pour que ça se passe bien. Donc on va devoir inventer de la monnaie pour que les gens ils puissent quand même... Mais pour moi, ça c'est une folie absolue. Faites le test, pour 9 gens sur 10, ça paraît un problème économique, on va dire, prégnant, que de se dire, mais non, en fait, on va arrêter l'argent, on va tous se mettre à travailler, et en fait, tout ce qu'on aura produit, on y aura accès directement. Voilà. Ça, c'est les deux inverses. Une société du fétichisme de la marchandise, où la marchandise est autonome et il faut essayer de contrôler son accès avec de la valeur. Une société du communisme, où la marchandise n'est que l'effort humain collectif, et donc l'effort humain collectif, enfin l'humain voilà, dans sa totalité, pour lui-même, où on a accès directement à la production, sans avoir besoin de se vendre, sans avoir besoin de concurrence, etc. Et sans avoir besoin non plus de valeur pour pouvoir accès aux produits de cette totalité humaine. Et tu vois, c'est vrai que le capitalisme est rentré dans nos têtes très très fort, alors que ce n'est pas un système, tu sais, mais je pense qu'à chaque moment de l'humanité, le système que tu vis, au moment où toi tu le vis, la culture dans laquelle tu vis, la société dans laquelle tu vis, te semble être la seule possible parce que c'est celle que tu as connue, tu vois. Mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, le capitalisme, c'est vraiment un tout petit moment. Et vu son fonctionnement qui intrinsèquement crée des crises, c'est ce qu'on vous expliquait juste avant, ça ne sera de toute façon qu'un petit moment de l'humanité. Ça ne va pas durer des millénaires comme ça, ce n'est matériellement pas possible. Et c'est intéressant de voir à quel point c'est rentré dans la tête des gens, parce que tu vois, il n'y a pas longtemps, donc je parlais sur Twitter de qu'est-ce que ça serait le travail dans une société communiste, justement un petit peu ce qu'on est en train de dire là. Et je prenais l'exemple d'une coiffeuse à domicile. Je parlais de coiffeuse à domicile dans cet exemple-là, mais c'est pas important dans ce que je veux démontrer. Je prenais l'exemple d'une coiffeuse et je disais, dans la pensée marxiste du rapport au travail, on pense aussi qu'il va falloir sortir de la division du travail. Tu vois, les fameuses tâches pénibles, qui c'est qui va se taper les tâches de merde? Parce que autant, tu vas streamer du jeu vidéo, par exemple, comme le fait JDG, c'est agréable et tout. Il y a plein de gens qui auront envie de faire cette activité-là, tu vois. Mais qui va aller se taper, de se lever à 4 heures du mat pour sortir les poubelles, de faire du pain dans une boulangerie, d'aller travailler dans une usine qui fabrique des verres avec à côté de fourneaux à 65 degrés et tout. Qui va se taper ça, tu vois? La bonne solution pour ça, c'est de se dire, dans la société actuelle, ce sont les gens qui sont les plus précarisés dans la société et qui n'ont pas le choix que d'aller faire ces métiers-là. Dans une société communiste, un médecin, par exemple, alors, il va falloir qu'on forme pour pouvoir faire ça beaucoup plus de médecins que ce qu'on a, mais ça tombe bien, on s'est libéré du temps de trucs qui servent à rien. Parce qu'en plus, dans les sociétés communistes, il y a plein de boulots de la société capitaliste qui ne servent à rien. Tous les boulots liés à la concurrence, au marché, à aller chercher des clients,
faire du démarchage téléphonique, blabla, tout ça, ça ne sert à rien. Tous les métiers où tu vas aller faire la chasse à qui a fraudé le RSA, je sais pas quoi, tout ça, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc on s'est libéré plein de temps pour faire d'autres trucs. PDG, ça n'existe pas, tu vois. Conseiller en gestion de patrimoine, ça n'existe pas. Je fais un petit parallèle, pourquoi ils ne sont pas des bullshit jobs à l'échelle du capitalisme, Non, ils n'ont non. aucun sens à l'échelle communiste. Tout ça, si vous regardez bien, ce sont des métiers qui servent à contrôler, maintenir la valeur. Tout ça, c'est des métiers utiles et fondamentaux dans le monde capitaliste. C'est pour ça qu'ils sont mieux payés souvent, d'ailleurs, parce qu'ils sont là pour contrôler et maintenir. Démarchage téléphonique en centre d'appel, Ouais. non, hein. Je parlais de cadres commerciaux. Conseiller en gestion de patrimoine, oui. Mais tu vois, c'est des métiers qui sont destinés à contrôler la valeur et en fait la prévenir, éviter effectivement qu'elle disparaisse. Dans un monde communiste, comme tu l'as dit, en fait, fabriquer de la valeur abstraite, fabriquer de la valeur d'échange, ça n'a aucun intérêt. Mais ça veut dire que, et en plus avec le progrès technique, comme le dit Fred du JDG, tout ça, ça fait que on a besoin de moins de travail collectivement, tous ensemble, pour se fournir ce dont on a besoin. Donc, ça nous permet de se dire, un médecin par exemple, donc moi je suis médecin, pour ceux qui ne savent pas, qui arriveraient sur cette vidéo parce qu'il y a JDG sur la miniature et qui ne nous connaissent pas, eh ben, il faudrait qu'on forme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de médecins. Mais moi je suis pour genre 3 fois plus, tu vois, enfin qu'on soit vraiment, vraiment large. Parce qu'actuellement, tu vois, un médecin généraliste, le temps moyen de travail, c'est 52 heures semaine. Bon, est-ce que vraiment c'est souhaitable? Tu vois, il y a des médecins à l'hôpital qui font des gardes de 24 heures d'affilée, c'est extrêmement fréquent. Est-ce que c'est souhaitable d'avoir la vie et la mort des gens entre tes mains alors que tu bosses depuis 22 heures d'affilée? Tu vois, c'est n'importe quoi, quoi. Pas sûr. Donc il faudrait qu'on soit suffisamment nombreux, tu vois, on forme beaucoup plus de médecins et les médecins, ils font. Moi, par exemple, je fais 80% de mon temps de la médecine, ça pourrait même être moins si on y réfléchit, et puis 20% de mon temps, je le passe, par exemple, à nettoyer le lieu de soins dans lequel je travaille. Moi aussi, aller participer à faire la toilette aux personnes âgées ou aux personnes dépendantes de mon secteur qui en ont besoin. Ou je vais aider dans ma commune, tu vois, il y a le toit du gymnase dans lequel les gamins font du handball qui a besoin d'être réparé. Ben, on monte une équipe, on est 30. Dedans, il y a des mecs qui sont bien formés à faire de la toiture, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas former des gens à des choses spécifiques, si tu veux. Moi, j'ai vu Zoé avec un marteau. Justement, faire qu'elle ait un stéthoscope, hein, mais. On peut tout apprendre, Chris. Oui, je sais. C'était une blague. C'est pas vrai. En plus, je sais monter des meubles et tout. C'est quoi cette misogynie là, tout d'un coup, scandaleux. Voilà, je t'outwalk direct. Je veux dire, je racontais ça et je disais peut-être que cette coiffeuse, elle sera coiffeuse le matin parce qu'il y aura toujours besoin de se coiffer, hein. Et d'ailleurs, il y aura des gens qui seront des super bons coiffeurs, qui feront des coiffures, tu sais, avec des dessins et tout. Puis il y a des gens qui n'aimeront pas ce style de coiffure-là, qui n'iront pas voir cette personne-là, qui iront voir la personne qui sait faire des teintures. Enfin, tu vois, voilà. Tu peux coiffer le matin, réparer des bagnoles l'après-midi parce que tu as appris un peu de mécanique et tout. Et puis le soir, tu vois, tu tournes et puis t'es cuistot. T'es cuistot dans le truc collectif, je sais pas, de ton village où tu fais de la cuisine en collectif et tout. Et il y a des gens qui savent faire des super bons plats et machin. Et il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais dans cette utopie communiste, si le gars qui fait la bouffe, il fait la bouffe mal. Dans un monde capitaliste, plus personne vient lui acheter sa bouffe. Donc ça règle le problème. Oui, alors déjà non. Mais... le nombre de mecs qui font de la bouffe de merde et qui est consommée, oui. Déjà c'est faux. Parce que tu peux faire de la bouffe de merde dans le capitalisme et t'en mettre plein les fouilles si tu trouves la bonne valeur qui va en face. C'est totalement faux en fait. Et moi je lui dis, mais imagine, tu as quand même des relations démarchandisées dans ta vie, camarade. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu en as plein. Quand tu vas bouffer chez ton pote, il t'invite à bouffer. Et c'est pas bon, tu vois. Il t'a fait un truc dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis « Oh, c'est horrible, je vais être obligée d'aller bouffer chez mon pote qui fait mal la bouffe toute la vie, etc. » Je change de pote, c'est dans le monde libéral. Non, mais juste la prochaine fois qu'il t'invite à bouffer, tu peux lui dire « Est-ce que tu veux que je te donne des conseils sur comment on ne fait pas cramer une sauce bolognaise ? Est-ce que tu veux que ça soit plutôt nous tous qui fassions la bouffe ensemble, comme ça tu lui apprends à faire à bouffer ?» Enfin, je veux dire, t'imagines comment le capitalisme nous a niqué le cerveau pour en être à se dire, si quelqu'un me fait de la bouffe de manière démarchandisée et qu'il la fait mal, comme il n'y a pas la loi du marché, pour que si jamais il fait mal la bouffe, en fait, il peut plus se loger, mais du coup, il va y avoir plein de gens qui vont faire mal de la bouffe. Mais c'est fou, quoi. Tu vois. Mais c'est vraiment dans le fétichisme de la marchandise, comme si les qualités étaient intrinsèques, c'est-à-dire ça prenait pas... en collectivité, comme tu viens bien de l'exprimer, quoi. Si on pouvait pas dire, bah oui, non, mais en fait, t'as peut-être mal fait ce jour-là, vas-y, C'est pas génétique
même faire à manger, hein. Enfin, C'est je veux dire, ça. ça s'apprend, quoi. Après, ça. peut-être que tu es nul pour faire telle recette parce que, je sais pas, tu es daltonien et du coup, il y a des couleurs que tu vois pas bien, tu sais, de transformation de couleurs. Mhm. Je dis n'importe T'as quoi, des tu vois. problèmes d'odorat. Et là, à ce moment-là, bah, peut-être que du coup, c'est pas toi qui fais la bouffe, tu fais d'autres trucs, tu vois. Au même titre que, tu vois, si tu es aveugle, c'est pas toi qui conduis le car pour emmener les mômes à l'école. Enfin bon, voilà, je pense que c'est simple, mais ça veut pas dire que si tu es aveugle, tu peux pas faire plein d'autres trucs, genre notamment faire la bouffe, par exemple, parce Et que tu tu as vois, un odorat hyper développé et tout. et tu vois, c'est toujours cette réification, c'est vraiment ça, c'est l'autonomie de la marchandise. C'est aussi de nier qu'elle est produite collectivement par une certaine forme de rapport social. Et c'est, tu vois, l'inverse du monde, on va dire, normal. Dans le monde normal démarchandisé, comme tu dis, je sais pas, dans votre foyer, par exemple. Vous n'êtes pas payé. Alors, quand vous êtes un homme, vous avez une réification de la marchandise, il y a des choses, des tâches qui se font dans le foyer toutes seules. Vous n'avez pas conscience. Les chiottes qui se lavent toutes seules, les chiottes qui se lavent toutes seules, ça c'est vraiment, tu sais, les petits lutins qui lavent les chiottes. Ouais, Là. c'est ça, tu vois. Donc là, il y a une forme de réification, mais c'est pas de la marchandise parce que vous n'avez pas accès par de l'exploitation. C'est vraiment de l'expropriation et de la hiérarchie. Bah oui, c'est le travail domestique, voilà, qui a une fonction plus globale à l'échelle capitaliste. Mais admettons, vous vivez tout seul. Voilà. Il n'y a personne là, que vous pouvez hiérarchiser, exploiter pour faire. Voilà. Vous n'avez pas de femme de ménage. Voilà. Vous savez ce qui se passe. Si vous ne faites rien, il ne se passe rien. Tu vois, je prends le temps quand même de le redire pour que les gens s'en... La poubelle ne sort pas toute seule sur ses petites jambes. C'est ça. Si vous ne faites rien, il ne se... L'eau ne se remplit pas miraculeusement. La bouffe ne se met pas à La viande cuire. ne se cuit pas elle-même. Tu vois, voilà. Donc, vous savez que l'activité productive de votre propre autonomie, bah, c'est de faire des choses pour ensuite les consommer. Donc, comme dit Zoé, si vous voulez manger une viande cuite, il va falloir vous-même la cuire. Bah, retrouver cet esprit-là à l'échelle collective, c'est sortir du fétichisme de la marchandise. C'est pour ça que les gens te disent, mais comment ça se fait que les gens vont travailler si on ne les force plus? Mais de la même manière que quand vous êtes Pour tout la seul même chez raison vous. que tu changes de slip en fait, parce que sinon, au bout de 3 semaines, tu as le même slip et ça commence à devenir vraiment très désagréable, tu vois. Tu vois, c'est un truc très commun. Ça n'existe pas les sociétés où les gens s'assoient par terre et attendent jusqu'à ce qu'ils meurent, tu vois. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Eh ben, justement, c'est ça qui est fabuleux, c'est que la société capitaliste a fabriqué ça. Des gens qui pensent que si on ne les stimule pas par de l'argent, de la monnaie et de la concurrence, la société tourne toute seule sans eux. C'est des gens qui ont oublié, c'est ça le fétichisme de la marché, qui ont oublié que la société tournait grâce à eux. Une partie d'eux en concurrence. Mais même quand tu imagines, on va parler de gens qui disent oui, mais les chômeurs ils participent pas. Si, parce que dans la société capitaliste, ils participent à fabriquer la concurrence entre les travailleurs et la surstimulation d'un travailleur qui lui se lève le matin par peur de perdre son travail parce que le chômage est l'armée de réserve de là, et l'autre face de la même pièce. Donc le chômeur sert à la surexploitation du gars qui est au travail, et inversement. Cette société fonctionne en même temps, elle fonctionne de manière globale. Il n'y a pas de surexploitation du travail néolibéral comme on le vit aujourd'hui s'il n'y a pas le chômeur comme menace. Et donc, le chômeur participe lui-même à fabriquer ça. C'est-à-dire pas directement, mais indirectement. Et la société du communisme, c'est de sortir de ça. C'est de sortir du fait que, en fait, le travail est violent et que l'accès à la consommation du travailleur collectif est inégal. Je rappelle que, comme tu l'as dit, tout à l'heure, tu as parlé des tâches pénibles subalternes. Elles sont utiles à tout le monde. Mais on va les diviser socialement, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que, bien qu'elles soient utiles à tout le monde ne va pas y participer, pour la simple et bonne raison que certains méritent de ne pas y toucher. Ce qui est là fondamentalement violent. Tu vois, on a fabriqué la hiérarchie scolaire, éducative, pour dire ces tâches-là, qui sont les plus pénibles, doivent être pour les moins méritants. Voilà. Mais du coup, Chris, moi, quand je dis un médecin pourrait passer 20% de son temps à nettoyer le lieu de soins, le nettoyage dans un lieu de soins est une chose absolument fondamentale. Un hôpital avec des gens infectés, qui ont des bactéries potentiellement multirésistantes et tout, il faut vraiment... La tâche nettoyer le lieu de soins est une tâche qui est fondamentale, c'est-à-dire que si elle n'est pas faite, personne ne peut travailler. Le médecin ne peut pas travailler, l'infirmière ne peut pas travailler, le manipulateur radio ne peut pas travailler, enfin voilà, tout le monde a besoin que cette tâche soit faite. Le patient, etc. Tout le monde. Et il y a des gens qui me disent, mais tu vas quand même pas passer le balai. Tu dis, un médecin pourrait passer 20% de son temps ou 15% de son temps à passer le balai. Il faudrait qu'on calcule combien ça représente de temps pour chacun, etc. Par contre, il y a des gens, tu trouves ça légitime que ça soit 100% de leur temps pendant 40 ans. Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est un truc de fou, quoi. Et tu sais, t'as la phrase, j'ai pas fait 11 ans d'études
pour passer le balai. Tu vois, genre, t'es là, t'as envie de dire. Et donc, en fait, faire 11 ans d'études, c'est une dispense de balai au travail, quoi. Tu vois, Faire 11 ans d'études, c'est une chance. C'est c'est. une chance de pouvoir se former de manière aussi pointue sur une tâche en particulier. Parce que c'est intéressant, c'est stimulant, etc. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a plein de métiers qui ne sont pas comptés comme 11 ans d'études. Mais tu vois, un gars qui est, je sais pas, si vous avez déjà vu bosser un plaquiste, tu sais, Ouais. c'est toujours le même geste et Je tout. suis en ce Mais les moment en mecs, train de faire des bandes de placo. mais en fait, c'est très technique de Je suis faire pas un ça bien. plaquiste. Hein. De faire ça bien et vite, c'est vraiment difficile. Et c'est des mecs qui font ça depuis des années. Quand vous les voyez faire, d'ailleurs, ça donne des troubles de tendons et tout, parce que c'est vraiment toujours les mêmes gestes. C'est hyper impressionnant de voir un plaquiste bosser. Le mec a une expertise de son geste, parce que c'est toujours le même, etc. Il est capable de te faire un truc super clean, 1000 fois plus clean que ce que toi, qui n'es pas habitué à le faire, tu vas faire, Oui. en 4 fois plus vite. Donc, lui aussi, en fait, il a étudié pendant des années son métier, sauf qu'il l'a étudié sur le terrain, etc., en le faisant, et que c'est pas valorisé dans l'échelle sociale parce que le monde capitalisme organise une hiérarchie entre les tâches. Alors que je suis désolée, mais un médecin, s'il n'y a pas eu un plaquiste pour faire son cabinet médical, il peut pas bosser, tu vois. C'est Enfin, moi, ça. je veux bien consulter, voilà, sans vêtements, sans bagnole, sans gens qui fabriquent mon stéto, sans gens qui vont miner les terres rares pour pouvoir fabriquer le PC avec lequel je bosse, sans gens qui font tourner le logiciel sur lequel je travaille, sans bâtiment autour sous la flotte et tout. Mais ça va être chaud, quoi. Enfin, j'ai beau être Ouais. très très intelligente avec mes 10 ans d'études, mais ça va pas marcher, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça, c'est aussi un autre effet de la réification. C'est que des gens se disent, à l'inverse, ah, mais alors, du coup, il faudrait que tout le monde fasse toutes les tâches. Tu vois, et là, c'est encore une surindividualisation. Mais ce qui est intéressant, là, ce que tu as dit, c'est de te dire, par exemple, moi, je trouve l'exemple du nettoyage, il est très, très bon, parce que moi, j'ai vu ça aussi dans l'industrie. En plus, je pense que ce serait mieux fait si c'était les médecins. Parce que c'est votre lieu de travail comment... Alors, les meufs qui Non. font le ménage, je dis des meufs parce que c'est en grande partie des meufs, elles sont expertes de leur tâche, elles sont très efficaces, hein. Ok. Pareil, hein, tu regardes quelqu'un qui nettoie des vitres toute la journée, nettoyer des vitres, il est meilleur que toi dans ta baraque, hein, clairement. Alors que tu vois, moi, dans le monde industriel, en fait, il y a tout un tas de tâches de montage, démontage. Et en fait, les gens qui sont spécialisés aussi parce qu'on leur donne pas de temps, parce que c'est des métiers de nettoyage industriel, tu sais, c'est vraiment des métiers très exploités, très violentés. Voilà, je pense que tu dois en avoir autour de chez toi. Je vais pas citer de boîte, mais en fait, tu te rends compte que bah, voilà, les gens, ils nettoient des machines qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, ils les démontent mal, ils les remontent mal, parce qu'en fait, ils sont pas formés à se servir de la machine, ils sont formés qu'à la nettoyer. Et donc, tu as une espèce de truc de... Mais en fait, tu as des gens qui sont spécialisés dans le nettoyage de la machine, sur lequel ils vont jamais travailler. D'autres gens qui travaillent sur une machine qui se plaignent de ah, ça a été mal remonté, par mal parce qu'il sait pas faire, etc. Sans jamais la nettoyer. Et tu te dis, mais est-ce qu'en fait, ces deux-là, ils pourraient pas et de temps en temps la nettoyer et de temps en temps s'en servir en fait. J'allais dire, c'est comme si chez vous, vous faisiez la cuisine et il y avait quelqu'un qui lavait vos casseroles. Je suis sûr que c'est pas un bon exemple parce que je pense que ça existe vraiment et ça existe dans la restauration. Vous voyez, être plongeur. Mais à quel moment on a décidé que les gens qui étaient plongeurs, ils n'avaient pas le droit de participer à fabriquer de la cuisine? Non, mais un plongeur, il pourrait et de temps en temps nettoyer, et machin qui a fait le plat la veille, bah, le lendemain, il est au gamelle, et puis comme ça, il se plaindra pas de machin qui a mal nettoyé. Il essaiera d'améliorer la tâche collective de nettoyage, quoi. Exactement. Et pour finir, alors, 2 choses. Très vite fait, je disais que d'un côté, il y a quand même des gens qui deviennent experts de leur tâche et très efficaces dans leur tâche, etc., parce qu'ils le font beaucoup. Et ce n'est pas incompatible avec la fin de la division du travail. La fin de la division du travail, c'est pas tout le monde fait toutes les tâches 20 minutes, tu vois. Il faut Exactement. quand même qu'il y ait des gens qui soient formés à certaines choses et tout. Mais un plaquiste, je pense qu'il sera très bon à faire 10 heures par semaine et pas 40 toute sa vie, en fait. Et vu le métier que c'est, il faut pas qu'il y ait des gens qui fassent ça 40 heures par semaine. Ils sont trop cassés au niveau des épaules, des coudes, trop tôt, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je me dis, si Fred du JDG regarde cette vidéo, il doit se dire, bon, ils sont bien sympas les deux, là, ils ont parlé 1 heure sur leur utopie communiste et tout. Mais tu sais, il y a toujours un peu la question de comment on fait la transition entre notre système actuel et le système duquel nous, on est en train de parler. Et bien ça, effectivement, tu peux pas le décréter d'un coup que ça fonctionne comme ça, mais tu peux l'attraper par des bouts. Par exemple, la sécurité sociale, c'est un début de démarchandisation du soin qui est en train d'être attaqué petit à petit, etc. On a fait plein de capsules dessus si ça vous intéresse, mais qui est facile. Le soin, par exemple, on peut commencer à le sortir complètement en payant
les gens toujours au même prix, salaire fixe, etc. Commencer à faire une déhiérarchisation entre les métiers de soins, proposer plus de passerelles quand tu es infirmier pour devenir médecin, etc. Proposer de diversifier, de se répartir un peu les tâches pénibles, retrouver ça normal que les médecins participent par exemple à faire la toilette des patients. Mais ça nécessite de former plus de médecins parce que là actuellement le temps médical est tellement précieux qu'il y a tellement pas assez de médecins qu'on ne peut pas utiliser le peu de médecins qu'il y a à faire autre chose que de la médecine parce que ça poserait problème. Mais former les patients, à être plus autonomes sur leur santé, ouvrir le savoir médical à tout le monde et donc rendre tout le monde un peu soignant. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde peut se faire une opération de neurochirurgie de l'encéphale, hein, tu vois. Mais voilà, enfin, on peut quand même penser des choses comme ça. Une démarchandisation du soin, mais on peut parler de démarchandisation, rendre le logement, vous allez voir des capsules très poussées sur le logement, permettre à tout le monde d'avoir la propriété d'usage de son logement principal, avec des méthodes bancaires, etc. Reprendre le pouvoir sur la monnaie. Reprendre le pouvoir sur la création monétaire, démarchandiser l'alimentation, revenir à faire une sécurité sociale alimentaire, alors pas la version paternaliste, un peu Marine Tondelier et tout, genre on va faire une subvention pour payer de la bouffe, mais nationaliser des pans entiers, collectiviser des pans entiers de la production de nourriture. Là, je suis en train de donner des pistes, mais en fait, ça commence comme ça en disant tel truc est absolument nécessaire, tel truc est absolument nécessaire, ça, on s'organise pour le démarchandiser. Et petit à petit, en faisant comme ça, assez vite, en fait, on peut aller vers une société communiste. C'est pas si compliqué que ça, et c'est pas plus utopiste que de se raconter que ça... Mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, ce qu'on est en train de dire, on est beaucoup plus pragmatique et logique sur comment fonctionne le monde actuellement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tout un aspect écologique, etc. Je sais que le JDG, il a un enfant en bas âge parce que je l'avais déjà entendu parler de sa parentalité et tout, et je trouvais qu'il en parlait très bien. Ça me l'avait rendu très sympathique, je t'avoue. Un mec, quand il parle de sa meuf et de... Un mec hétérosis, quand tu l'entends parler de sa meuf et de ses gosses, beaucoup d'informations sur quelle est cette personne. Clairement. Et franchement, la manière dont il en avait parlé, j'avais trouvé ça très chouette et tout. Mais tu vois, je pense qu'on est tous là, parents de jeunes enfants, avoir un peu une angoisse, tu vois, de savoir quoi, le monde dans lequel ils vont vivre, nos gamins, s'il fait 7 degrés de plus, qu'il n'y a plus rien qui pousse, que machin. Mais en fait, ces questions-là, on ne pourra jamais les régler si on n'a pas la main directement sur l'appareil de production organisé par les travailleurs, si on ne peut pas décider collectivement de qu'est-ce qu'on produit, comment, quel coût écologique, quel coût humain de travail, etc., etc. Les utopistes sont les gens qui vous disent que le système capitaliste actuel, et même ses évolutions futures, sont la seule manière de fonctionner. Ce système va dans le mur, Fred l'explique très bien, il l'a très bien perçu, et vous voyez comment c'est facile à percevoir ce truc-là, le truc cyclique. Alors, on a fait en longueur rapidement, la guerre a quand même une fonction aussi dans ce système décrit du capitalisme, c'est quand vous êtes en surproduction, vous faites une bonne grosse guerre, vous produisez plein d'armes, vous pétez tout, ensuite il y a de quoi reconstruire et tout. La guerre fait vraiment partie inclusive aussi du cycle de ces crises du capitalisme. Ce système est mortifère, d'accord. Et le système dont on vient vous parler là est bien plus vertueux sur tous les plans, pour assurer les besoins de chacun, pour permettre à chacun de s'épanouir individuellement aussi. Parce que tu sais, dans le communisme, il y a cette espèce d'idée que le capitalisme, c'est la réalisation individuelle, chacun peut monter sa boîte et son entreprise, ce qui est faux. Ce système est pensé pour que la fameuse liberté d'entreprendre, etc., se fasse aux dépens des 80% d'autres. Ce ne sera jamais un système où tout le monde peut être gagnant, alors que le communisme propose ça. Nous ne sommes pas des utopistes, nous sommes les gens les plus pragmatiques dans cette discussion, d'accord ? Et j'espère que voilà, que ce petit avant-goût qu'on vous a fait aujourd'hui de manière un peu longue, beaucoup plus que ce qu'on pensait, vous permet d'entrevoir un peu ça, quoi. Non, mais moi je finis juste, tu as raison, ce n'est pas du tout utopiste, c'est pragmatique. On va boucler avec JDG. Il a le problème. On est capable de produire, mais en fait on se rend compte que ça ne fabrique plus de valeur. Donc la question n'est pas de savoir comment on va distribuer de la valeur inexistante à des gens pour qu'on puisse consommer un truc qui est surproduit ou produit en masse ou produit en abondance. La question c'est de séparer la valeur. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez quelque chose en trop chez vous que personne ne veut acheter ? Zoé ? Ben vous le donnez. Oui. Et donc on en est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que le communisme, c'est pas simplement une utopie, un problème moral. C'est aussi le meilleur moyen d'utiliser les capacités, ce qu'on appelle les forces productives industrielles actuelles. Elles sont capables de fabriquer des choses de plus en plus vite, avec de moins en moins de travail. Faisons en sorte que cette capacité profite à tout le monde et donc qu'elles fournissent les choses de manière directe et gratuite. C'est la chose la plus cohérente. JDG, merci à lui, il voit le problème. Il n'anticipe la solution que par des mécanismes réifiants du capitalisme. Il faut qu'il sorte de ça pour en fait voir l'évidence communiste. Une usine capable de fabriquer de l'huile à l'infini,
100 personnes est un bienfait pour l'humanité. Mais oui. Distribue l'huile. N'essaye pas de te poser la question de savoir qui va avoir accès à l'huile, la valeur, etc. Puisque de toute façon, on est sorti de la forme valeur, ça n'a plus que de la valeur d'usage, c'est-à-dire le fait que c'est de l'huile et que en quantité raisonnable, consommer, c'est quand même cool l'huile dans les recettes. Oui, c'est bien, ça sert. Au même titre que tu changes de slip alors qu'on ne te paye pas pour le faire, parce que tu as besoin de changer de slip. Et puis après, il y a des gens qui ne peuvent pas changer de slip tout seuls, par exemple un enfant de 2 ans et demi, ou des gens qui ont des handicaps, etc. Auquel cas, là, actuellement, on paye des gens pour changer leur slip, soit dans un travail démarchandisé, parce que tu es fonctionnaire et que tu es payé pour pouvoir prendre soin, et qu'il y ait 50 slips à changer ou 20, tu es payé pareil. Alors il se trouve que comme on essaye de te pressurer, on t'en fait changer 50, alors qu'il faudrait que tu puisses en changer que 5 et avoir le temps de discuter avec les gens à qui tu changes le slip. Soit tu changes le slip à ton enfant, à toi-même, etc., de manière parfaitement démarchandisée. Soit tu bosses pour une boîte privée qui te demande de changer les slips le maximum et tout. Mais au final, l'action changer le slip peut tout à fait être faite sans que le capitalisme te mettre le couteau sous la gorge en mode si tu changes pas des slips, tu vas pas pouvoir te nourrir et tu vas pas pouvoir bouffer, etc. Ça suffit, quoi. Sortons de tout ça. Bon, les amis, ce fut une discussion longue. J'espère que vous avez réussi à rester jusqu'au bout. Je pense que c'était intéressant quand même. Il faut qu'on parle plus de qu'est-ce que c'est plus tard, quoi. C'est quoi l'alternative? Arrêter de se battre contre, mais se battre pour. Et donc ça, pour faire advenir tout ça, ça nécessite et de sortir de l'utopie. En fait, Oui. comme tu dis, de sortir, de continuer, on rêve. Non, en fait, on a les choses sous nos yeux. Vous avez aujourd'hui des machines qui fabriquent les choses à un niveau inattendu, mais qui ne sont pas utilisées pour ce qu'elles font, pour fondamentalement comme production, mais pour simplement fabriquer de la valeur fictive. Il faut sortir de ça. C'est ça le communisme. Parfaitement. Donc voilà les amis, sur ce, il me reste à vous suggérer de venir nous aider à financer les nouveaux projets de la revue Position Revue. Position Revue fait peau neuve. Nous avons pour projet de faire du format papier, de refondre entièrement le site, de mettre le saint graphique, l'unique, le merveilleux, l'incroyable, la seule vraie religion qui soit en accès libre, avec une bonne ergonomie, etc. Les données disponibles pour que chacun puisse s'en emparer, l'utiliser comme il le veut, notamment à but de lutte politique. On a un gros projet sur 2026 qui va être un projet de dingo dont on va pouvoir vous parler, je pense, relativement bientôt, mais qui est vraiment dans les cuisines là et ça va bosser dur pour pouvoir le faire, mais qui va être un truc trop bien, avec un événement en physique, mais pas que. On a aussi plein d'autres trucs. On veut passer les chroniques de l'exploitation en podcast. Bref, pour tout ça, nous avons besoin de vous et nous sommes en pleine campagne de financement pour Position Revue. Il y a déjà en quelques jours beaucoup de monde qui ont participé et vraiment on vous remercie. C'est incroyable. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir un public qui nous suit sur ces projets-là. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait et merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous trouverez le lien en barre de description. Vous pouvez aussi soutenir tous les projets de l'assaut, y compris Position Revue, en allant sur notre Tipeee. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, aux autres chaînes personnelles. Vous pouvez aller lire la revue. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Vive le communisme. Merci le JDG de nous rejoindre et salut. Salut, à plus. Salut.